Donc nous abordons cette dernière partie de notre journée d'études avec un troisième axe qui complète notre réflexion sous un angle original qui est celui des relations entre les différentes institutions patrimoniales et leurs objets archives, puisqu'il semblerait que cet objet archive soit un vecteur de collaboration possible entre différents métiers, différentes structures. Donc la réflexion sur la convergence des métiers du patrimoine est d'ailleurs une question qui anime régulièrement nos réflexions dans le séminaire ALMA notamment, hein, j'y pense. Nous allons dans un premier temps entendre Romain Fontaine, que nous connaissons bien d'ailleurs à l'université, puisque c'est un ancien étudiant du master archives, et qu'il est donc actuellement archiviste itinérant au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Savoie, et qu'il va nous parler justement des objets comme vecteurs de collaboration entre institutions patrimoniales. Donc à vous la parole, Romain. Alors bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier les étudiants de l'Université d'Angers pour leur invitation. Et donc je vais bien vous parler des objets en tant que vecteur de collaboration entre institutions patrimoniales. Alors si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai écrit un mémoire quand j'étais étudiant à l'Université d'Angers, mémoire qui s'intitulait « Les objets ». Des documents d'archives, avec un point d'interrogation. Donc, c'est vrai que j'avais eu du mal à donner une réponse définitive à cette question au moment où j'ai écrit ce mémoire. Pour moi, il y avait quelque chose d'un peu aléatoire dans le fait qu'un service considère ou non les objets comme des documents d'archives, ce qui est plutôt corroboré par l'enquête qu'ont menée les étudiants, d'ailleurs. Donc voilà, aléatoire, c'est pas tout à fait aléatoire, ça dépend d'une vision, parfois d'une vision personnelle, de l'histoire particulière d'un fonds, de la capacité à gérer les objets, tout simplement. Donc voilà, mon mémoire, je dirais, a plus servi à poser la question qu'à vraiment donner une réponse. Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser à un sujet donc plus précis dont j'ai parlé dans mon mémoire, donc les objets en tant que vecteurs de collaboration ou non entre institutions patrimoniales. Et pour ça, je vais diviser mon propos en trois parties. Une partie par institution, un peu. La gestion des objets dans les bibliothèques, ensuite les services d'archéologie, et enfin les musées. Et à chaque fois, je vais me demander quelles sont les pratiques de conservation d'objets de ces institutions et comment éventuellement s'en inspirer. Quelque chose qui m'a frappé, donc le maintien de la cohérence d'une collection contenant des objets est-il important? Donc ça nous ramène à la notion de fond. Et c'est vrai que je l'ai pas mal retrouvé dans mes recherches. Et enfin, c'est un peu le titre de mon intervention, les objets sont-ils un déclencheur de collaboration avec d'autres institutions? Donc on va commencer sans transition par la gestion des objets dans les bibliothèques. Donc bon, j'ai fait une vraie bibliographie, mais il y a quand même deux sources qui m'ont beaucoup aidé parce que c'est des mémoires, donc c'est assez large. Donc des mémoires de bibliothécaire, oui. Voilà. Un mémoire de Véronique Minot qui s'intitule « Concevoir un outil de gestion et de valorisation des collections muséales de bibliothèques » et un autre d'Elsa Cherbuy qui s'intitule « Les objets en bibliothèque ». Donc voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Alors, première question que je me suis posée, c'est en quoi les bibliothèques gèrent-elles les objets différemment des musées? Alors, il y a plusieurs points qui sont apparus. Déjà, la question des modes de médiation. Il s'avère que donc, pour les bibliothécaires étudiés, ces modes de médiation sont très différents, notamment à travers la liberté accordée au lecteur, puisque la bibliothèque laisse libre le lecteur, alors que dans le musée, il y a un parcours. Et aussi, pour elle, le musée est perçu comme un lieu peut-être moins accessible, plus culturel. Donc il y a une forme d'accessibilité permise par les bibliothèques. Autre question qui les intéressait, c'est la question des outils de classement. Alors pour le coup, les outils m'ont paru assez similaires entre bibliothèque et musée. Il y a l'inventaire qui est un outil de recensement et le catalogue qui est un outil de classement, si je ne dis pas de bêtises. Non, allez-y, je vous en prie. Voilà. Et par contre, c'est très différent de ce qu'on utilise, nous, les archivistes, qui est l'instrument de recherche, qui est peut-être moins adapté à la description d'objets, mais qui apporte la notion de fond. Et je me suis aperçu
que certaines bibliothèques, comme la bibliothèque universitaire d'Angers ou la bibliothèque du Centre interrégional de développement de l'Occitan, envisageaient l'utilisation de logiciels d'archivage conformes à la norme usagée. Donc c'est finalement qu'il y a un véritable intérêt en fait dans cette notion de fond apportée par l'instrument de recherche. Autre chose qui m'a frappé, c'est l'intérêt porté au format EAD qui semble performant pour décrire l'objet dans son histoire, puisque l'arborescence permet de signaler dans une même structure tous les objets appartenant à un fond. Dernier point intéressant, c'est les expositions d'objets. Alors, Elsa Cherbuy a réalisé un questionnaire, et il apparaît que 74% des bibliothèques y ayant répondu ont une présence visible d'objets, ce qui montre la capacité de l'objet à attirer l'attention et la conscience des bibliothécaires de cette qualité de l'objet. Alors, je vous en parlais, quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est la défense de la cohérence des collections et le fait que ça m'est apparu comme assez proche de la notion de fond. C'est vrai que nous, archivistes, pour nous, c'est évident, voilà, la notion de fond organique. Et certaines fois, on voit un peu les bibliothécaires comme des collectionneurs, et je pense qu'on a tort. Déjà, j'ai vu qu'il y avait, je ne le soupçonnais pas, l'héritage des cabinets de curiosité, donc héritage, soit les bibliothèques en sont directement héritières, soit il y a cet héritage culturel. Et donc, les cabinets de curiosité mélangeaient les objets et les livres. Et donc, il y a tout à fait une conscience chez les bibliothécaires de l'intérêt et de conserver l'intégrité d'une collection. Et Véronique Minot, par exemple, nous met en garde contre l'éclatement des collections. Alors, je vous lis la phrase l'un des dangers, sinon le principal, d'éclater les collections entre bibliothèques et musées et de leur faire perdre une partie de leur cohérence et toute possibilité d'appréhension un peu globale du fond dans son unité et sa diversité. Ce dommage peut aboutir à rendre incompréhensibles certaines pièces. Donc voilà, pour moi, les bibliothécaires sont vraiment face à un dilemme similaire aux archivistes quand elles rencontrent des objets dans leur collection, que le choix entre la bonne conservation et la valorisation par une institution spécialisée, donc on va plutôt penser au musée, ou le maintien de l'objet dans son contexte, c'est-à-dire dans la bibliothèque, dans la collection. Et je me suis demandé aussi si les bibliothécaires collaborent avec deux institutions de conservation à propos des objets. Alors il s'avère que, d'après l'enquête d'Elsa Cherbuy, toujours, seulement 41% déclarent avoir des liens avec d'autres institutions à propos des objets. J'ai dit seulement, parce que 66% des bibliothèques ont répondu avoir des problèmes de conservation liés aux objets. Donc ça peut paraître étonnant, mais alors Elsa Cherbuy explique ça par le fait, le caractère non central en fait de l'objet dans le métier de bibliothécaire et le fait que les collaborations se fassent plutôt grâce à une proximité institutionnelle ou géographique. J'avais trouvé aussi le cas intéressant de la ville de Douai qui a déposé des sceaux, donc une matrice de sceaux allant du XIIe au Second Empire, aux archives municipales. Donc là, pour le coup, c'est les archives qui avaient l'expertise en matière de conservation de ces objets. Donc voilà, en conclusion, la question de la conservation des objets et du maintien de leur contexte est donc une problématique commune aux archivistes et aux bibliothécaires. Alors je vais m'intéresser maintenant aux archives de l'archéologie. Je n'ai pas voulu dans cette partie décrire le fonctionnement exact des versements aux services régionaux d'archéologie, voilà, ni l'archivage définitif. Je laisse ça aux interventions suivantes. Du coup, je me suis plutôt concentré sur ce qui m'a interpellé quand j'ai fait mes recherches, c'est-à-dire vous montrer la force du lien entre l'objet et le document d'archives, et aussi l'importance que peut avoir la conservation du contexte de production pour les archéologues. Alors, ce qui m'a frappé, c'est la relation particulière que les archéologues ont avec les documents d'archives, puisqu'ils sont une source archéologique, souvent à l'origine de la recherche, et qu'ils permettent une meilleure compréhension du contexte historique. Et en fait, j'ai remarqué que l'interdisciplinarité était très défendue par les archéologues. Alors, je vous mets une citation. Donc, les archives seules nous permettent d'aborder les questions du statut social de l'artisan, des hiérarchies internes, de l'organisation, de la distribution. Donc voilà, bon, ça c'est... On s'en doutait un peu, mais
pour aller plus loin, j'ai vu aussi que dans la force du lien qu'il peut y avoir entre document et objet, certaines fois, c'est un peu l'inverse, c'est le contenant, l'objet qui sert à contextualiser le document. En tout cas, ils se servent l'un l'autre. J'avais trouvé cet exemple, donc la photographie dans le fond de l'archéologue Jacqueline Pirenne. Donc c'est une bibliothèque à tiroirs, où chaque tiroir est adapté au type de document d'archive qu'il contient. Donc il y a un tiroir, il y en a pour les négatifs, les boîtes cylindriques, classeurs, les diapositives. Voilà, tout ça pour illustrer le fait que voilà, si on sépare cet objet des documents d'archives, on perd un peu le sens des deux. Autre exemple issu du fond de l'archéologue Jacqueline Pirenne, c'est donc le fait que, bon, bien sûr, les archéologues, lors d'une opération archéologique, les faits mis au jour peuvent être détruits au fur et à mesure. Et donc, le document peut constituer la seule information en lien avec les données récoltées. Et donc, on voit ça à travers cet objet archive, qui est une reconstitution stratigraphique d'un site, toujours du fond Jacqueline Pirenne. Donc, c'est une succession de cartons découpés, figurant chacun un niveau d'occupation. Il y a des plaques nommées avec des lettres de la couche qu'elles représentent. Et sur la partie supérieure de chaque plaque, on voit une photocopie du relevé de chaque niveau. Et elles s'emboîtent dans 2 tiges en métal qui permettent de tenir le tout. Et on lit ça simplement en enlevant les plaques. Donc voilà, là encore, je défie quiconque de séparer le document de l'objet. On voit vraiment la force, ça illustre très bien la force du lien entre les deux. Autre point qui m'avait intéressé, c'est le fait que la conservation des archives archéologiques permet de garder une trace de l'activité scientifique afin de connaître l'histoire de la discipline. Donc l'exemple que j'ai trouvé dans un article de Soline Morinière, c'est celui de la Gypsothèque de l'Université de Strasbourg. Donc c'est une collection de moulages créée par le professeur allemand Adolf Michaelis entre 1872 et 1910. Et en fait, ce qui est intéressant pour Soline Morinière, c'est le fait de les utiliser en tant que source de l'histoire de la discipline. Donc on n'étudie pas simplement les moulages pour leur intérêt en soi de ce qu'ils représentent, mais déjà le simple fait d'avoir une collection de moulages comme ça montre comment on travaillait à l'époque et comment sont disposés les moulages, au fait aussi le fait qu'Adolf Michaelis a pu en disposer de certaines manières pour élaborer des théories sur comment ils étaient sur les sites, etc. Donc ça montre tout simplement comment il travaillait. Et donc, elle écrit à ce sujet dans son article, le moulage devient alors archive, dans le sens où il est porteur d'informations sur le contexte socio-culturel et éducatif de l'époque à laquelle il a été créé, informations lisibles et compréhensibles sans avoir besoin de recourir à des documents textuels. Donc voilà, les problématiques du point de vue archivistique sont les mêmes pour moi, pour les archéologues. Donc le choix entre le maintien de la cohérence des fonds et la bonne conservation des documents, la spécialisation, l'universalisme du rôle des institutions. Mais la particularité pour moi qui est ressortie, c'est la force du lien entre l'objet et le document écrit. Je vais passer au musée. Donc là, démarche un peu différente. Je me demandais si on pouvait s'inspirer des inventaires des musées, en fait, en tant qu'archiviste ou éventuellement bibliothécaire. Alors, ce que j'ai vu, c'est que déjà que ça avait un intérêt, que ça permettait d'évaluer le volume des objets, leur état matériel ou leur localisation. Alors moi, j'ai repéré la norme créée pour les musées, donc l'arrêté du 25 mai 2004. J'espère que je ne suis pas à côté de la plaque. Et j'ai vu que dans un inventaire d'objets, il y avait grosso modo 3 rubriques. Les premières réunissant les données de type juridique, la deuxième décrivant le bien lui-même, et la troisième regroupement des compléments d'information, donc il est conseillé de faire la même chose. Et on peut ajouter tout un tas d'étapes supplémentaires. Il y en a des tonnes que j'ai listées dans mon mémoire, mais je vous en ai sélectionné 2, donc faire un inventaire photographique, ou bien un dossier de documentation réunissant toute la documentation sur l'objet. Et alors un point important, c'est que ça demande un double travail dans le sens où il est déconseillé de se passer de la méthode traditionnelle d'inventaire, donc pour les archivistes de l'instrument de recherche. Si on fait un inventaire d'objets, il est conseillé de le faire en plus de l'instrument de recherche des fonds des objets. Voilà.
Alors, et enfin, c'est un peu le sujet de mon intervention, les objets sont-ils un déclencheur de collaboration avec les musées? Alors, c'est vrai que quand j'ai cherché, il n'y avait pas d'article directement sur le sujet, hein, c'est un état des connaissances, donc j'ai plutôt cherché dans les articles qu'à travers un questionnaire. Et donc, bon, j'ai eu du mal et j'ai essayé d'aborder ça sous un angle un peu, sous l'angle que je pouvais, en fait, qui était du coup celui de chercher le plus possible d'articles sur la collaboration entre institutions de conservation et de voir si les objets étaient évoqués. Alors, je suis tombé sur plein d'articles, je vous en ai mis deux. Un premier qui s'intitule « Bibliothèque publique, archives et musées, tendance en matière de collaboration et de coopération ». Alors, c'est un article qui est publié par l'International Federation of Library Association. Désolé pour l'accent. Donc, il montre qu'il y a une tendance naturelle des trois institutions à travailler ensemble, de par la proximité de leur mission et leur place dans l'administration. Il essaie aussi d'étudier le plus de partenariats possible pour montrer que la collaboration peut être bénéfique et aussi pour donner quelques conseils pour une collaboration réussie. C'est un article intéressant. Mais cependant, le fait d'avoir à gérer des formats inhabituels ou des objets ne semble pas être le premier moteur de collaboration entre institutions. Donc, voilà, ça vous illustre un peu comment j'étais quand j'ai recherché. J'ai pas toujours trouvé ce que je voulais. Voilà. Autre exemple, donc un cas où les archives et les musées sont amenés à collaborer à cause d'un rassemblement administratif. Bon, c'est le cas en Savoie où je travaille, mais ils n'ont pas écrit d'article sur la question. Par contre, en Seine-et-Marne, ils ont écrit un article, voilà, puisque la gestion administrative unit les archives et les musées départementaux depuis 1983, donc c'est un article d'Isabelle Rambaud, c'est la directrice de cette direction. Archives et musées en Seine-et-Marne, héritage et évolution, publié dans la Gazette des Archives. Alors il y a beaucoup de choses intéressantes qui ressortent de cet article. J'en ai sélectionné deux qui me frappaient. Le fait que l'expertise archive est bénéfique au musée en matière d'informatique, ça me paraît assez logique, mais voilà, je voulais le dire. Et aussi le fait que les expositions d'archives se font au musée, ça me paraît aussi assez logique. Voilà, bon, il y a plein d'autres choses. Mais par contre, encore une fois, la gestion des objets n'est pas l'objectif de cette réunion et elle n'est pas décrite dans cet article comme un moteur ou un effet positif même de cette union administrative. Donc là encore, chou blanc, je dirais, pour mes recherches. Voilà, donc pour conclure, je dirais que donc, les bibliothèques et les services d'archéologie sont confrontés au même questionnement que les archivistes au sujet des objets. Voilà ce qui est ressorti. Que les pratiques des musées peuvent inspirer les archivistes, et cependant que les objets ne sont pas le vecteur le plus important de collaboration entre les deux institutions, pour moi en tout cas, ce qui ressort de mon état des connaissances de 2018. Voilà. Merci beaucoup Romain pour cette intervention très stimulante qui finalement est un bel écho à votre mémoire, qui l'approfondit et puis égoïstement c'est un vrai plaisir pour une conservatrice des bibliothèques de vous entendre sur ces sujets puisque les questions des objets en bibliothèque notamment sont des questions à la mode puisque beaucoup de bibliothèques essaient d'avoir une partie musée à l'heure actuelle. Hein. Vous l'avez vu avec peut-être le musée de la BNF ou Angers, la BNU d'Angers, qui projette d'avoir dans sa partie patrimoniale une partie musée. Donc peut-être quelques minutes pour des questions. Oui, Bénédicte. Je voulais juste citer peut-être un exemple récent qui est la question, le fonds Casino à Saint-Étienne, qui est un fonds extrêmement volumineux, important, qui comprend des archives, des imprimés et des objets, et qui le fonds a été éclaté entre les diverses institutions patrimoniales de la ville, mais en même temps a été par rapport à votre problématique, Romain, a été l'occasion d'un partenariat, effectivement. Cyril Longin, évidemment, en parlerait beaucoup mieux que moi, mais
l'occasion d'un partenariat entre ces diverses institutions et d'un projet collectif avec des expositions qui mélangeaient en fait les deux, un travail de classement et de catalogage qui se menait en parallèle, un blog aussi collectif, mais effectivement c'est extrêmement rare. Et si on prend un autre exemple assez récent aussi, qui est celui des attentats de Paris, où on voit que les archives de Paris ont récupéré les documents textuels et les dessins, que tous les objets, les ours en peluche, sont au musée Carnavalet, et que la numérisation, par exemple, des uns n'a pas été la numérisation des autres, et il n'y a donc aucune reconstitution, même fictive, en fait, des ensembles et de la cohérence des ensembles. Parce que ça peut être aussi une solution d'avoir une reconstitution, enfin, c'était le thème de une reconstitution fictive du fond. Monsieur. Ou Patrice, monsieur, je sais pas. Oui, il y avait une autre question, monsieur, là. Et puis Patrice, ensuite. Non, c'était... Pardon, j'avais vu votre bras. J'ai cru que c'était oui. D'abord, juste pour compléter ce que vient de dire Bénédicte, c'est sur cette question des attentats, la meilleure des attentats, je crois qu'il y a une campagne de témoignages oraux qui a été confiée à Denis Péchanski, et je pense que l'idée serait de profiter de cette campagne de témoignages oraux pour essayer de faire le rapprochement entre les deux institutions. Donc ça pourrait être quand même effectivement, c'est terrible, ces initiatives éclatées autour d'un événement donné. Sur le vecteur de collaboration entre institutions, ça c'est une question que je me pose en interne et que je développerai tout à l'heure, mais effectivement, autour de quoi fait-on collaborer les institutions? C'est autour de la valorisation. Hein. C'est la valorisation, et cette valorisation, effectivement, elle ne repose pas nécessairement sur l'objet lui-même. Elle repose plutôt sur un événementiel. Enfin, c'est ce qu'au moins j'ai constaté en 2 ans de présence à la préfecture de police. Et c'est ce que j'ai aussi un peu vu à la RATP comme à la SNCF. C'est dans ces cadres-là qu'il était fait recours, mais là, au service d'archives de façon forte. Patrice ? Alors, une question. Non, dans votre pratique actuelle, en commune, est-ce que la question des objets est une question que vous rencontrez souvent? Est-ce qu'il y a en quelques mots, des pratiques, des instructions, des doctrines? Il n'y a pas de doctrine, ça c'est sûr. Moi je le vois en travaillant avec les archives départementales, bon, c'est une impression générale. Hein, oui. J'ai fait quand même pas mal de services différents pour un début de vie professionnelle, et c'est vrai que l'archiviste, pour moi, ceux que j'ai rencontrés qui étaient confrontés aux objets, apporte souvent une réponse comme allant de soi. C'est un objet, donc ça doit aller au musée. C'est intéressant, donc on va le conserver. Mais oui, j'ai pas l'impression, justement, le problème... oui, pour moi, il n'y a pas de doctrine. Oui. Une fausse évidence, alors. C'est ça, exactement. Peut-être une dernière question, si on veut respecter notre horaire. Alors moi, juste peut-être, si vous le permettez, la question de l'envie. En fait, quand on voit les collaborations, moi je le vois du côté des bibliothèques, toutes ces créations de musées à l'intérieur des sections patrimoniales des bibliothèques, moi, me pose la question de l'envie et du cloisonnement. C'est-à-dire, à partir de quel moment on souhaite devenir l'autre professionnellement? Est-ce que vous avez une idée? Parce que vous avez cité effectivement l'IFLA, qui dit qu'il y a une tendance naturelle à travailler ensemble, une collaboration bénéfique. Je trouve que c'est quelque chose qui est très bienveillant, peut-être un peu utopique, parce que sur le terrain, moi je ne sais pas forcément ce qu'on voit. On voit plutôt une envie peut-être de développer de nouveaux services au sein d'un service existant, avec des pratiques sans doute collaboratives, mais aussi pas mal de benchmarking, enfin, voilà, et un flou autour des identités. Donc par exemple, les musées en bibliothèque, moi, me questionnent. Voilà, mais
Je ne sais pas. Bah, Comment vous voyez les choses pour moi, sur l'identité si je dois professionnelle? critiquer mon mémoire, en fait, quelque chose qui n'est pas du tout ressorti de l'état des connaissances, mais c'est sûrement logique, hein, et que j'aperçois, moi, au quotidien, c'est qu'il y a quand même une rivalité. C'était un peu ma question. Voilà, il y a cette rivalité qui existe. Alors, elle ne ressort pas de l'état des connaissances, parce qu'on ne l'écrit peut-être pas dans un article, Bien sûr. mais elle est là, et je pense qu'elle explique beaucoup le manque de collaboration.